Oui, bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation. Merci d'être présent pour ce webinaire de retour d'expérience de nos projets d'accueil menés au sein d'Étaline. Alors peut-être juste pour introduire, si vous entendez du bruit et qu'on est dans le noir, c'est parce qu'on travaille à la préfecture et qu'en ce moment il y a des manifestations. Étaline. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes pour ce webinaire. Donc voilà, juste en quelques mots pour introduire pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc on est Étaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire. On travaille au service des services pour les en mettant voilà, l'usager au cœur de nos démarches. Donc, on a le design de service, comme vous pouvez le voir sur la farandole de profils qui compose l'équipe, qu'on a pas mal de designers de service qui composent un peu l'ADN de Slab. On a une offre d'accompagnement que vous pouvez découvrir aussi là qui s'articule autour de 4 axes. Voilà, un axe d'accompagnement autour des projets, des démarches innovantes, autour de l'intrapreneuriat, du développement de l'intrapreneuriat, et la culturation. Et tout le volet accueil et repenser les accueils rentre plutôt dans le grand 1, l'axe 1 de notre offre d'accompagnement de projet. Voilà, j'en dis pas plus pour laisser le temps au sujet principal. Merci. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulé et l'objectif. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de montrer une réflexion et un travail de capitalisation qu'on a mené et qui a permis aussi de repenser nos modalités d'accompagnement. D'abord, on va voir un plutôt retour d'expérience sur les projets qu'on a accompagnés, plus sur l'approche, la méthodologie, les outils, une vision un peu macro sur les projets. On va pas rentrer dans chacun des projets, mais on aura quand même la chance d'avoir un témoignage de Denis Demontou ici présent. Et ensuite, donc, on pourra traiter le travail de capitalisation, les enseignements que nous, on a eu suite à toutes les réflexions qu'on a menées. Et pour vous présenter ensuite une hypothèse de nouveaux scénarios d'accompagnement. Donc, on aimerait vous soumettre et en fin dernier temps, évidemment, qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Ah, mince. Il y a des problèmes de connexion. Ah oui, on est vraiment... Est-ce que là, ça va mieux sur le... Je vais essayer de continuer et n'hésitez pas à indiquer quand si ça coupe et on essaiera de trouver une solution. Alors, pour introduire, déjà, pourquoi repenser les accueils des publics une réflexion globale qu'il y a eu à la préfecture de Loire-Atlantique, ici à Nantes, à l'époque où la préfecture recrutait sa première designer. Et donc, c'était aussi une opportunité de faire la preuve du concept du design et d'un laboratoire d'innovation publique à travers un projet concret et palpable, donc le sujet des accueils. Mais c'était aussi l'occasion de remettre l'usager au cœur des projets, en l'occurrence, là, l'accueil des usagers. Donc depuis ce projet, on a pu accompagner 7 projets au sein des services de l'État. 7 projets dans différents territoires en Pays de la Loire, avec des structures différentes, des structures aussi similaires. Donc en fait, chaque structure a des spécificités liées donc au territoire, à travers ces différents projets d'accueil, ce qui a notamment aussi enclenché ce travail de capitalisation. Et donc, ce travail qu'on a mené plus sur les projets que nous, on a internalisés. Voilà, on a externalisé 2 projets sur tous ces projets d'accueil, mais on se focus plus sur les projets que nous, on a vécu dans le cadre de cette capitalisation.
Comme a pu l'introduire Julie en début de webinaire, ont été accompagnés via la méthodologie du design de service. Donc cette méthodologie, nous, on la pratique en 4 grandes phases ici au sein du laboratoire Etaline. La première qui est l'immersion. Donc à partir des premiers exprimés, nous, en tant que designer, on se déplace sur le terrain pour aller re-questionner les besoins des usagers, des agents. Est-ce que là, vous nous entendez de nouveau? Oui, ok, très bien. Merci Denis. Donc l'immersion via des grilles d'entretien, la phase d'immersion nous permet de soulever des enjeux et des problématiques qu'on vient travailler en atelier de co-création, donc où on vient co-construire des pistes de solutions que par la suite on prototype. Donc le prototype, c'est-à-dire c'est de concevoir des pistes concevoir à moindre coût des outils, que ce soit physique, mais également de nouveaux aménagements, et qu'on vient pour de l'accueil ou de l'organisation du travail. Donc là, on vous parle beaucoup d'outils. Vous verrez, on aura l'occasion juste par la suite d'illustrer aussi les différentes étapes et des outils qu'on utilise à chaque étape. Quand on accompagne des projets d'accueil, on a en tête une sorte de grille de lecture. Donc, c'est un peu notre définition de ce que compose un accueil. Donc, l'accueil 360. Et je disais que quand on nous sollicite, on vient souvent nous solliciter sur une problématique d'accueil physique et d'espace physique, alors que en fait l'accueil est multimodal et l'accueil il démarre même avant l'accueil physique. Donc c'est déjà comment on trouve le bon interlocuteur. Donc c'est déjà considéré qu'il y a différents points de contact entre l'usager et l'institution que l'accueil physique. Et donc il y a différentes thématiques qui composent l'accueil. Donc l'enjeu c'est pas forcément de traiter toutes les thématiques, mais c'est de savoir que toutes ces thématiques entre elles peuvent impacter à la fois l'institution, l'organisation spatiale, l'organisation interne, la relation à l'usager et aussi les questions du numérique. Donc par exemple c'est considéré par exemple, comment on gère un accueil multimodal quand on a des agents qui sont polyvalents et qui doivent à la fois gérer l'accueil physique, l'accueil téléphonique, la gestion des mails. Donc, gérer peut-être aussi l'accueil téléphonique quand un usager est en rendez-vous. Donc là, ça va toucher des problématiques et des thématiques liées, par exemple, à la confidentialité, au confort de travail, aux nuisances sonores. Donc, c'est vraiment avoir cette grille en tête quand on vient travailler sur un sujet d'accueil. Donc en fait, pour traiter toutes ces thématiques, on a des outils qui interviennent aux différentes étapes de la méthode de design, donc que Simon vous a présenté juste avant, des outils qui permettent de comprendre, d'analyser, de questionner, de problématiser, mais aussi d'imaginer des solutions et aussi de maqueter. Donc, on va vous illustrer tout ça. Oui, pardon. Hop. Donc, nous, on a un outil qu'on utilise quasiment tout le temps. C'est le parcours usager. Donc, c'est toutes les étapes par lesquelles passe un usager avant de se rendre en accueil physique jusqu'à ce qu'il sorte même de l'accueil. Et pour compléter ce parcours usager, on a d'autres outils comme l'observation et la photographie. Donc là, sur la première image, on voit par exemple juste sur la photo qu'il y a beaucoup d'affiches et beaucoup d'informations données à l'usager. On utilise aussi l'interview. On fait des entretiens avec des agents des usagers où on peut être amené, par exemple, aussi à cartographier des espaces et aussi des flux. Et pour revenir sur le parcours usager et illustrer le parcours usager, une fois retravaillé, il permet de pointer
des points, différents enjeux et des différents points de dysfonctionnement, par exemple, et de problématiques aux différentes étapes. Donc, on peut confronter à la fois le parcours des usagers et le parcours des agents pour voir qu'est-ce qui peut se chevaucher. Donc, ça permet de problématiser avant de passer à la phase de co-création. Et donc, par la suite, dans cette phase de co-création, on réalise tout le temps des ateliers, donc avec l'ensemble des parties prenantes du projet, donc que ce soit les agents au cœur des démarches, mais également les usagers ou les partenaires d'un service. Concrètement, lors de ces ateliers, on imagine de nouvelles pistes de solutions, que ça soit tangible, mais pas que, également sur l'organisation du travail ou l'organisation interne. Et pour animer ces ateliers-là, on a plusieurs façons. Soit on peut utiliser des fiches persona. Donc un persona, c'est un résumé en fait d'un personnage typique qui vient utiliser et qui rencontre des problématiques et comment on vient répondre et résoudre via des solutions aux problèmes qu'il a. Et l'autre façon aussi, c'est via des plans ou de la maquette, de projeter les participants et de les faire réagir, construire et réitérer, donc modifier, que ce soit une cloison ou des flux pour un nouvel espace. Et donc, à la fin des ateliers de co-création, on sort avec des différentes pistes de solutions qu'on vient prototyper, puis tester. Et ça, c'est une phase également itérative, donc vraiment à moindre coût. Là, vous pouvez voir sur les images à droite un prototype très simple de signalétique. Dans un premier temps, l'image du milieu. Et dès que ça commence à vraiment s'affiner, qu'on voit qu'il y a de l'intérêt et que ce prototype a fait ses preuves, on vient l'améliorer au fur et à mesure et via à long terme une signalétique temporaire. Mais il y a également aussi des prototypes vraiment très, très simples, comme à gauche, un prototype pour la gestion des emplois du temps de chacun au sein du service et qui vient faciliter la coordination et in fine l'accueil du public. Et via la méthode du design, on a un certain nombre d'outils, mais le plus important et qui est vraiment au cœur de la démarche, c'est d'embarquer les agents tout au long du projet, que ce soit lors de l'immersion, la co-création ou le prototypage. Donc pour ce faire, on essaye vraiment d'embarquer les commanditaires, mais surtout aussi les agents qui vivent au quotidien et qui travaillent au quotidien au sein de ces services publics. Donc on les embarque dans les phases d'immersion, parfois à venir interroger avec nous les usagers, les citoyens. On fait l'ensemble de nos restitutions avec ces agents. Et bien sûr, la phase de co-création d'intelligence collective par elle-même permet d'embarquer l'ensemble des agents dans la démarche. Et c'est vraiment un élément central qu'on va vous illustrer par la suite, l'embarquement des agents dans les bonnes conditions de réussite d'un projet. Et donc maintenant, un petit retour, témoignage de Denis de Montou, donc secrétaire général à la sous-préfecture de Saumur. Donc peut-être pour introduire donc un projet d'accueil à la sous-préfecture de Saumur qu'on vient d'accompagner, avec une problématique initiale sur un accueil en open space avec à la fois des agents avec des missions d'accueil et des agents qui n'avaient pas de mission d'accueil. Donc des questions autour de la confidentialité, notamment des nuisances sonores. Et finalement, avec ce projet et ce qu'on expliquait aussi avec l'accueil 360, on est allé un petit cran plus loin pour travailler aussi la question de la communication
et la question aussi d'outils qui peuvent faciliter l'accompagnement qui est réalisé au point d'accueil numérique. Donc, on avait travaillé notamment, je repense à la communication sur le constat que des usagers se rendaient parfois, par exemple en mairie, pour trouver des services de la sous-préfecture, et la mairie qui ne sait pas forcément aussi bien réorienter. Donc, comment on peut mieux communiquer auprès aussi, par exemple, des institutions pour faire comprendre les services au sein de la sous-préfecture. Donc Denis, je vais te laisser la parole. N'hésite pas à compléter si besoin sur cette introduction, et voilà, si c'est possible de détailler un petit peu de votre côté un peu le vécu et comment ont été impliqués les agents tout au long de la démarche. Très bien. Merci Elsa de cette introduction. On entend. Oui. Si. On m'entend ou on m'entend bon. pas? Parce que pour moi, je vois le micro allumé. Donc Très bien. Très bien. Donc Elsa, merci de cette introduction. S'agissant de l'implication des agents, je répondrai en 2 temps. Avant la démarche et pendant la démarche. Ce qu'il faut souligner s'agissant de la sous-préfecture de Saumur, c'est que chez les agents, il y avait un sentiment de quelque chose qui n'allait pas. Et c'est venu dès le départ pour les agents. La sous-préfecture avait effectivement conservé dans son hall d'accueil des guichets carte grise, permis de conduire, enfin les anciens guichets bien entendu, des locaux d'une régie qui étaient aussi dans le hall d'accueil. Et faute d'avoir repensé les choses autrement, les agents ont certes évolué dans leur mission, certains se sont vus attribuer des missions sur les expulsions locatives. On avait aussi le greffe des associations qui était au rez-de-chaussée. Faute d'avoir repensé les choses, les agents ont changé certes de mission, mais ils n'ont pas changé de lieu de travail. On avait même un agent chargé des commissions, du secrétariat des commissions de sécurité de l'arrondissement qui travaillait dans le hall d'accueil. Ça peut paraître surprenant, enfin moi ça m'a surpris en arrivant ici, mais en tout cas, et c'est sûr que pour les agents, on avait là une vraie souffrance, avec une salle d'attente qui était située à proximité des bureaux, avec une borne d'accueil qui était finalement pas tellement visible, parce qu'il y avait des gens un petit peu partout qui travaillaient dans le hall. Ça peut paraître surprenant, mais c'était ainsi. Et c'est vrai que on avait un souci constant de confidentialité des échanges. Les personnes qui venaient au point d'accueil numérique étaient accueillies dans un brouhaha constant, et c'était assez usant à la fois pour l'usager et puis aussi pour les collaborateurs qui vivaient là dans une situation assez fatigante, assez usante chaque jour. De sorte que lorsque l'on a envisagé de solliciter l'aide et l'appui des Tallinn, on a travaillé ensemble sur un document de 5-6 pages on avait essayé d'intégrer le plus possible de photos pour dire nos difficultés, et on avait associé en fin de compte toute l'équipe du pôle accueil. Donc c'était déjà bien ancré. Enfin il y avait une attente de toute façon, et donc on n'était pas dans un positionnement, je dirais, de surprise. Enfin, on savait à quoi s'attendre. On savait certes à quoi s'attendre, mais ça, c'est le second temps. Quand le travail a commencé, les agents ont été tout de même déstabilisés. Il faut se le dire qu'ils l'ont été à plusieurs reprises. Ils ne s'attendaient pas à un questionnement global de l'accueil. Ils ne s'attendaient pas à un travail sur les flux dans le hall d'accueil, un travail sur les flux des agents dans la géographie de la sous-préfecture, un travail aussi sur le flux du public dans le hall, avec des cheminements complètement incohérents. Et c'est vrai que l'intervention des Tallinn l'a montré dès le départ. Un questionnement aussi sur nos horaires de prise de rendez-vous, avec des matinées qui étaient extrêmement saturées et d'autres temps qui étaient beaucoup plus détendus. Et puis un questionnement sur nos signalétiques, nos outils de communication, nos formulaires qui n'étaient pas toujours adaptés. Donc ça a été des remises en cause, il faut le dire, qui ont été assez déstabilisantes au départ, avec beaucoup de certitudes sur ce qu'il fallait faire, qui ont été remises en cause. Parce qu'évidemment, tout le monde s'est projeté dans le projet avec des idées assez figées sur il nous faut une paroi ici, il nous faut un guichet de l'autre côté. Tout le monde avait une idée très, très arrêtée de ce qu'il fallait faire. Et c'est là où le travail en atelier, en mise en situation,
on va dire, a contribué grandement à lever les craintes et puis à prendre en considération ce qui n'allait pas de soi, en fait, ce qu'il fallait faire évoluer. Les ateliers et les mises en situation, ça fonctionne. Enfin, chez nous, en tout cas, je pense que ça a fonctionné vraiment bien et que même s'il y a eu de l'inconfort au départ dans ces questionnements, il y a eu une évolution assez rapide de chacun. Et puis, c'est vrai qu'on a sur le projet réalisé des points hebdomadaires pour voir comment on travaillait ensemble et pour voir comment on adaptait notre réflexion avec les contributions des designers de service. J'espère avoir répondu sur cette première question, Elsa. Merci, c'est parfait. Peut-être du coup une deuxième question sur aujourd'hui, comment les agents se sont emparés et appropriés le projet. Oui, alors ça c'est la suite ensuite. C'est que après l'intervention, bon, il est vrai que on est engagé maintenant dans du long terme, parce que on a fait un bout du chemin, mais on n'a pas tout fait. On a réalisé un travail très lourd cet été en déménageant une bonne partie de l'équipe qui était en bas, au rez-de-chaussée. Et ça demandait énormément de temps, énormément d'efforts, mais ça s'est fait finalement relativement assez simplement. Bon, évidemment, c'est un petit peu une opération à tiroir. On a des agents qui étaient dans les bureaux qui ont dû bouger. Enfin, c'est toute une opération qui n'a pas tellement d'intérêt ici, mais enfin, en tout cas, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et nous avons encore beaucoup de pain sur la planche parce qu'on a les travaux dans notre hall d'accueil, on a une actualisation aussi à faire de notre signalétique, de nos plaquettes. Enfin, tout ça évolue à bon rythme. Mais moi, ce que je note vraiment, c'est que on se trouvait avant dans une posture, on peut rien changer. C'était vraiment une posture défaitiste. Et je l'ai noté au sein de toute l'équipe quand je suis arrivé ici. Il y avait vraiment une crainte que de toute façon ça ne puisse pas bouger. Et aujourd'hui, je note une posture totalement différente. Il y a une envie de changement, d'amélioration, il y a une contribution constante à ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait améliorer les choses. Et c'est probablement, moi, de mon point de vue, la partie de la démarche que je n'avais pas anticipée. Ça me surprend agréablement, mais en tout cas, c'est l'aspect, je dirais, c'est peut-être même l'aspect le plus positif de tout cela. C'est que évidemment, on va apporter un changement considérable dans l'accueil du public et dans notre fonctionnement et celui de notre hall d'accueil. Mais on a aussi, en termes managériels, enfin moi j'ai en termes managériels une évolution qui est tout à fait significative et appréciable. Merci beaucoup, Denis, pour ce témoignage. Pour compléter par rapport à ce que tu disais aussi, quand on a travaillé les documents notamment des fiches mémo pour les points d'accueil numériques, on a aussi essayé de travailler en sorte de travailler avec des outils que vous utilisez vous en les mettant sur LibreOffice aussi, ce qui permet aussi de vous approprier les outils, de pouvoir les actualiser. Et puis j'ai remarqué aussi une forte capacité à faire de votre côté pour faire évoluer les tests, notamment sur la signalétique, où vous me redemandiez assez facilement de vous envoyer des éléments de signalétique pour faire un peu du bricolage par vous-même. Donc de notre côté, c'est aussi appréciable. Disons qu'on a reçu assez régulièrement plusieurs maquettes, plusieurs façons de faire. Donc on teste l'une, on teste l'autre. Comme nous n'avons pas encore un hall définitif et que ça vient tout doucement, on a cette capacité encore de tenter, d'expérimenter. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu veux ajouter encore autre chose, Denis ? Je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, encore une fois, auprès de Denis, n'hésitez pas, à la fin, on aura un petit temps d'échange. Alors, l'objectif, là, ça va être maintenant de vous présenter un petit peu notre capitalisation et les enseignements, plus particulièrement sur nos modalités d'accompagnement et les questionnements qu'on a pu avoir. Donc déjà, on a commencé à avoir des questionnements sur nos modalités d'accompagnement.
parce qu'on avait de plus en plus de sollicitations. Alors, déjà, d'une part, c'est plutôt révélateur qu'il y a un besoin de repenser les accueils, notamment avec récemment la réouverture de nombreux accueils de services publics, mais ensuite le contexte post-Covid, l'évolution des accueils, la dématérialisation des démarches et des missions d'accueil qui évoluent aussi en permanence. Donc, en fait, on a des accueils en constante évolution, donc ça nous questionne sur comment on fait pour repenser des accueils résilients et qui sont en constant mouvement. Et de l'autre côté, le constat, c'est que cette approche de refonte des accueils 360, entre guillemets, a fait ses preuves. Les services bénéficiaires ont été satisfaits de l'accompagnement et du coup, ça engendre de nouvelles sollicitations parce que les services entre eux communiquent et sans doute un besoin pour les autres services de l'État en région de bénéficier d'un accueil. Et donc, pour nous, ça amène à des accompagnements, entre guillemets, chronophages qui se répètent et ça nous pose du coup la question sur quel rôle on a en tant que laboratoire d'innovation pour répliquer et industrialiser cette démarche pour que l'ensemble des services en bénéficient, mais qu'on garde aussi ce côté innovation et expérimental qui est l'ADN de notre laboratoire. Donc, autrement dit, comment on peut aussi continuer à accompagner des projets d'accueil, mais en explorant aussi les autres projets et les autres sollicitations qu'on a hors sujet accueil, quoi. Donc, pour répondre à toutes nos interrogations et ce travail de capitalisation qu'on a mené, on a déjà fait une revue de l'ensemble de nos projets, analysé l'ensemble des projets, à la fois des enseignements sur les sujets qui composent les accueils, mais aussi donc les enseignements sur nos accompagnements. On a pu s'entretenir aussi avec un ancien porteur de projet, mais on a également réalisé de la veille. Et sur cette veille, on constate depuis quelques mois, même quelques années, que les sujets d'accueil, ça interroge un grand nombre d'acteurs et qu'il y a de nombreux guides slash ressources qui sortent, qui sont créées à destination des agents, mais également d'un certain nombre d'acteurs. Ces guides, ils proviennent d'agences de design, de l'administration par elle-même ou encore de nos collègues d'autres labs d'innovation publique. Donc nous, notre réflexion, c'est il y a beaucoup de communs qui sont créés, mais ces communs-là, ils peuvent être assez éloignés des agents publics. Ça vient intéresser nous en tant que accompagnateur des transformations et de l'innovation publique, mais comment on peut intégrer l'ensemble de ces ressources dans notre accompagnement et au bénéfice des agents publics. Comment rendre, entre guillemets, plus facilement accessibles ces ressources-là. Et là, nous, on estime qu'en tant que lab, on a aussi un rôle à jouer pour faire l'intermédiaire et faciliter, aller piocher dans l'ensemble de ces ressources-là pour la redélivrer aux agents. Donc, pour un peu vous faire une synthèse très très synthétique de nos enseignements, c'est qu'il y a donc ce besoin de repenser des accueils résilients qui sont en constante évolution. Et donc aujourd'hui, nous, on a de la méthode du design de service, mais aussi l'approche 360 qui ont plutôt fait leurs preuves. On a des outils, les outils du design qu'on utilise aux différentes phases des étapes du design. Mais on a aussi pu remarquer, on est convaincu que les agents ont une vraie capacité à travailler sur les sujets d'accueil et à s'emparer des sujets d'accueil. Et enfin, donc, comme Simon vient de l'évoquer, on a des ressources aussi qui sont existantes aujourd'hui.
Donc, en fait, nous, pour repenser un peu notre accompagnement, on a identifié des leviers autour de la montée en compétences des agents, de la formation, de l'autonomisation des agents, mais également de la diffusion de bonnes pratiques. Et donc, nous, notre question, c'est vraiment comment on peut tendre vers une logique d'encapacitation des agents et des services, peut-être pas juste d'un agent d'accueil, mais peut-être plus globalement des services. Et donc, on a une piste pour repenser les accueils de demain, qu'on a appelé là aujourd'hui le mode coaching, mais qui peut qui pourra s'appeler autrement demain. Mais donc, l'idée, voilà, c'est de vous présenter un petit peu ce nouveau scénario d'accompagnement et à la fin de pouvoir aussi échanger avec vous sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est donc ce qu'on garde quand même dans ce nouvel accompagnement. Donc, c'est les étapes de la méthode design, des outils du design, l'aspect sur mesure et à travers notamment l'esprit coaching, l'approche 360 et les ressources existantes que Simon vous a présentées. Mais on change, nous, notre posture et l'idée, c'est de changer aussi les rôles des porteurs de projets et des agents. Donc, on va détailler un petit peu pour que vous compreniez un peu plus concrètement comment ça pourrait s'appliquer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tendre vers un niveau d'autonomie des agents aux différentes phases. Mais le coaching, ça va pas être forcément d'être autonome sur toutes les phases. Donc, pour comprendre aujourd'hui, quand on accompagne des projets d'accueil, le niveau d'implication des agents, il est jamais tout au maximum. En fait, si la ligne est tout en haut, on a des agents qui sont complètement autonomes sur le sujet. Alors voilà, en atelier de co-création, on est impliqué au même niveau, Étaline et les agents. Souvent, le prototypage, on vient prototyper, mais les tests, les agents s'en emparent un peu. Et donc, pour vous montrer comment peut évoluer cette courbe à travers le mode coaching, l'idée, c'est de reprendre un peu sur les différentes phases de l'étape de design, comment ça pourrait se dérouler. Donc, l'idée, c'est de garder cette initiation à l'accueil 360 qui vous a été présenté au début, et ensuite de constituer un programme d'immersion sur mesure à réaliser en autonomie par les agents. Donc, Étaline constitue le programme sur mesure avec donc des fiches tuto outils. Donc, par exemple, comment analyser les flux des usagers. Et donc, d'avoir des petits exercices qui permettent aux agents de s'en emparer et de les compléter. Mais aussi de pouvoir piocher dans les différentes ressources existantes pour composer cette immersion. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les agents soient en autonomie sur cette phase-là. L'idée, par la suite, c'est d'avoir un temps d'analyse de l'immersion pour qu'on puisse venir pousser et tirer les problématiques avec les agents. Donc là, on revient un petit peu, nous, Étaline, après la phase d'immersion avec les agents. Et par la suite, pour la deuxième phase, la phase co-création, globalement, on reste dans ce qui est fait aujourd'hui, donc des ateliers de co-création avec Étaline, nous, en posture d'animateur, de facilitateur, et on créerait d'autant plus des modules thématiques, entre guillemets, sur tiroir pour aller piocher en fonction des thématiques qui ressortent, que ça peut être très bien sur la cinétique, sur les flux, sur le spatial ou encore sur l'organisation interne. Du coup, les ateliers de co-création amènent à des pistes de solutions à prototyper. Et là, on veut garder cette même dynamique d'atelier, donc de faire avec les agents, tandis qu'avant, on avait plus, nous, une posture en tant que designer chez Étaline, plus de concepteur direct. Là, c'est d'amener de la co-conception des prototypes directement avec les agents et le service en question pour vraiment réitérer sur le moment et initier les agents aux méthodes de prototypage rapide et pour leur montrer que ça ne fait pas peur et que tout le monde peut le faire et que c'est assez simple, entre guillemets. Et donc, la dernière phase, c'est les tests
avant, entre guillemets, on était là, c'était les services qui réitéraient, mais nous, on était un peu moteur, on amenait les éléments à modifier et un peu les protocoles de test. Là, on voudrait faire un peu un parti pris, on a embarqué les agents dans la conception des prototypages, bah maintenant, place à eux de les tester. Et nous, on reste vraiment un peu en SAV derrière, mais avec un niveau d'implication très élevé des agents. Et, euh, et voilà. Alors voilà, un temps d'échange et de questions. On est allé un peu vite sur, notamment au début, sur les différentes phases et différentes étapes. Donc, si vous voulez qu'on revienne, qu'on réexplique certaines, le design, l'accueil 360 ou autre chose. Et si vous avez des questions, peut-être aussi pour Denis, qui est encore présent. Et enfin, si vous avez des réflexions si autour de ce sujet. Voilà, nous on est preneurs, on est là pour échanger aussi autour de ce sujet. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre le micro ou à envoyer un message sur le chat. Denis peut faire une intervention sur les agents qui testent aussi là en ce moment. Ceux qui font déjà ça. Oui, peut-être Denis, si tu veux compléter par rapport à ce qu'on vient de présenter sur les agents qui testent en ce moment aussi, finalement déjà un peu en autonomie. Si tu as des choses, un commentaire sur le... Non, je pense, alors j'ai souvenir, mais j'avais pas vécu ce type de process avant. J'ai souvenir que quand on avait commencé, tu m'avais expliqué que à Saumur, vous aviez testé autre chose, avec un sprint créatif et une période de travail beaucoup plus courte. Alors, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai vécue, c'est que c'était probablement très approprié. Ça ne laisse pas aux choses le temps de retomber. Ça met une pression, je dirais une douce pression non plus, c'est pas non plus intenable, mais ça, avec les ateliers en plus qui se sont enchaînés assez rapidement, c'est une méthode qui, allez, on va dire, très vite responsabilise. Et je trouve qu'en cela, c'est quand même très, très, très intéressant pour que l'équipe se lance vraiment, que ça ne s'étire pas trop dans le temps. Merci Denis. Monsieur ou Madame Devecchi. Madame Roxane. Je la vois. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'avoir accès à une banque de documents pour communiquer avec le public, je vois les modèles de fleurs, sans forcément passer par un accompagnement total du lab. Oui, l'idée d'avoir une banque de documents pour communiquer avec le public, c'est vrai que c'est un sujet aussi qu'on s'est posé juste après l'accompagnement à Saumur, où on s'est retrouvé à faire des mêmes typologies de documents qu'à la sous-préfecture de Cholet. Donc ça, c'est en effet intéressant. Il faut qu'on puisse le diffuser. La question, c'est peut-être aussi par quel outil c'est le plus judicieux. En tout cas, nous, on n'a pas pour objectif de reproduire forcément les mêmes choses à chaque fois, ni de garder les outils qu'on produit pour nous. Donc, en effet, on pourrait partager déjà ce qui a été fait à Saumur, étant donné que c'est un LibreOffice, le texte est modifiable. Donc, et puis c'est vrai que vous n'êtes pas la première personne à nous faire ce constat-là, de se dire que on pourrait créer un espace, que ce soit Osmose ou Resana, pour vraiment rendre, enfin, de diffuser l'ensemble des outils, mais également des démarches mises en place pour que chaque agent puisse s'en emparer et en bénéficier. Donc ça, c'est une réflexion en parallèle de notre réflexion sur l'accompagnement. Ouais, on a deux choses. On a à la fois comment on peut diffuser les outils avec lesquels on travaille et rendre appropriables les outils avec lesquels on travaille. Et après aussi, comment on peut diffuser les outils à la fois qui ont été prototypés aussi, qui peuvent être appropriables aussi par les agents. Mais c'est deux étapes un peu différentes.
Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réflexions? Je vois Hélène qui tape. Hélène. Alors, avez-vous déjà testé ce mode coaching sur une des phases peut-être? Non, on n'a pas testé et justement l'objectif c'est de pouvoir tester ce nouveau scénario d'accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'on est preneur de retour aussi. Si vous avez des réflexions, des questionnements, voilà, nous on aimerait très 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 prochainement tester ce scénario. Et peut-être préciser, mais que tout ce travail et les résultats, ça fait suite à plusieurs mois de capitalisation de travail de capitalisation sur tous les accompagnements qu'on a pu faire, tous les outils. Donc là, on arrive voilà à la fin, on va pouvoir commencer à lancer la phase de test, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore. Mais si ce qu'on vous présente effectivement vous inspire déjà des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. Avant qu'on se lance à corps perdu dans les tests en début d'année prochaine, parce que voilà, enfin comme Elsa et Simon ont présenté ça, tout ce travail fait suite aussi à plein de constats qu'on a fait nous dans nos accompagnements. Donc voilà, on tente ce mode-là coaching. Donc pour l'instant, est-ce que c'est le bon? Est-ce que l'autonomisation partielle, totale, c'est ce qu'il faut. En fait, on se pose toujours les questions, mais voilà, là on se dit qu'il y a un truc à tenter pour pas qu'on devienne le lab accueil aussi, parce que c'est aussi, enfin voilà, c'est aussi un vrai sujet, et c'est aussi pour ça qu'on s'est posé ces questions-là sur l'accueil, mais c'est des questions qui pourraient se poser sur plein d'autres sujets au final. Hein. C'est voilà, cette appellation laboratoire. Il y a un sens derrière, donc du coup c'est intéressant pour nous de se dire à partir de quand là on arrête d'expérimenter et puis on teste autre chose, on tente autre chose et puis on donne un petit peu on rend libre tous nos outils et en disant maintenant allez-y, nous on a fini notre part du travail et maintenant appropriez-vous tout ça. Donc c'est vraiment tout ça qui se joue aussi dans ce travail. Et puis quelque part, c'est aussi que sur la question et la problématique des accueils résilients, nous on s'est questionné aussi sur le fait d'intervenir à un instant précis dans le temps et de repenser l'accueil dans ce temps-là. Et alors que peut-être demain il va devoir être repensé parce que il y a des procédures qui changent, parce qu'il y a des choses qui changent. Et du coup, on est intimement persuadé que si on arrive à rendre autonomes les agents, au moins sur certaines parties de la démarche, quelque part, ils seront capables aussi de repenser leurs accueils demain. Et donc, c'est aussi, en fait, on y trouve de l'intérêt un peu dans les deux sens de repenser l'accompagnement dans ce sens-là. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y en a qui sont déjà un peu aussi dans ces phases de réflexion ou qui ont capitalisé un petit peu? Parce que nous, ça nous intéresse aussi de partager ça avec des collègues ou des partenaires qui seraient un peu dans la même démarche, de voir aussi où vous en êtes. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole dans les quelques minutes qui nous restent ou à nous contacter plus tard aussi pour qu'on puisse échanger là-dessus et se faire bénéficier les uns les autres finalement de là où on en est dans la capitalisation sur nos expériences. Marie est en train d'écrire. Suspense, vraiment, du coup, ce chat empêche tout le monde de prendre la parole. Mais le chat ne marche plus. Voilà, parfait. Je peux intervenir entre-temps, mais c'est Camille Angibaud de la DITP, mais bon, vous le savez déjà, mais donc c'est vrai que nous aussi, on se pose ces mêmes questions de comment permettre à tous les services publics de monter de qualité dans les accueils, sur leurs accueils, et on a les mêmes questions que vous. On est justement en train de travailler dessus, donc je sais qu'on se parle juste après, donc je vais quand même intervenir pour dire que c'est super intéressant ce que vous faites, et trop contente de voir comment vous l'avez présenté, et hyper intéressant, Denis, de voir comment ça vous a aidé. Voilà, donc moi, ça m'intéresse de savoir aussi si vous avez déjà utilisé la cueillette, par exemple, dans les phases d'immersion. Est-ce que, parce que justement, ils sont beaucoup sur
la question de l'incapacitation des agents sur la phase d'immersion, de diagnostic, d'autodiagnostic. Du coup, est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que ça peut être des outils que du coup vous pourriez proposer pour les agents dans cette phase de coaching? Peut-être un mot sur la cueillette, je ne sais pas Oui. si c'est clair pour tout le monde. La cueillette, c'est un outil d'autodiagnostic des accueils thématiques composés d'une centaine de questions qui a été réalisé par nos homologues en Bretagne, donc le TILAB, le laboratoire d'innovation publique de Bretagne. Et donc, c'est un outil très, très, très complet avec beaucoup de questions. Donc, nous, on l'a pas utilisé pour nos phases d'immersion. Par contre, j'ai pu participer à un test de l'outil et qui m'a fait me dire, en fait, il y a vraiment des questions très intéressantes sur cet outil, mais que ça nécessite peut-être de pouvoir piocher. Ça vient un peu dans cette phase d'immersion. Du coup, je vais peut-être revenir en arrière. Mais de pouvoir aussi piocher dans les outils existants, parce que peut-être que répondre à 100 questions d'un coup, ça fait peut-être beaucoup. Et pour autant, il y a énormément de questions qui sont intéressantes et justes et appropriées peut-être sur un accueil. Il y a peut-être des questions qui vont moins correspondre sur certaines problématiques de certains accueils. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à piocher dans cet outil-là. En tout cas. Trop bien. Et du coup, nous, on se pose aussi la question de comment on fait si, par exemple, là, si on peut même pas avoir accès à Etaline, quoi. Et donc, en fait, les agents sont à 100% sur leur accueil. Et enfin, ça serait super intéressant de voir si justement ce qu'on va proposer nous complète peut-être ce que vous, quand vous pouvez pas en fait être là, ou parce que même avec cette partie coaching, je pense que vous pourrez pas prendre tous les sujets non plus. Certainement. Assurément. Ouais. Merci beaucoup, Denis, pour votre témoignage précieux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi les retours concrets de comment concrètement ça s'est passé, avec ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Enfin, tout ça, c'est précieux pour nous, mais je pense aussi pour les personnes qui assistent à ce webinaire et qui vont un peu se lancer pour la première fois dans un projet d'accueil. Je pense que c'est hyper éclairant, et du coup les propos étaient très clairs, et ça a vraiment amené, je pense, beaucoup à cette présentation. Donc un grand merci pour votre disponibilité. Et merci à tous.